Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Juridiquement, une émission coproduite avec l'Ordre des avocats du Mans, représentée sur nos ondes par Cécile Froger-Warty, bâtonnière du barreau du Mans. Cécile Froger-Warty, bonjour. Bonjour Valérie. Alors chaque mois pour nos auditeurs dans Juridiquement, vous nous proposez de décoder un ou plusieurs points de droit que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. Enfin là, en ce moment, c'est plus aléatoire, puisque l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la question des poursuites et de la défense en matière pénale. Mais tout d'abord, Cécile Froger-Warty, que recouvre ce terme de poursuite pénale ? Alors, la poursuite pénale comprend essentiellement 3 étapes. C'est le cadre où on dépose plainte contre vous, ou encore le cas de la flagrance, vous êtes pris en pleine flagrance sur un délit. Ensuite, c'est l'enquête judiciaire, et ensuite, pour terminer, l'audience de jugement, le procès pénal. Alors, comment fait-on pour initier une procédure pénale ? Alors, pour initier une procédure pénale, il y a 2 solutions. Soit le ministère public, ce qu'on appelle le procureur, les services du procureur, décide de poursuite sans aucune plainte. C'est des enquêtes de flagrance ou c'est des cas où ils ont l'information de non-respect de règles qui sont susceptibles d'entraîner des infractions pénales. Et puis le deuxième cas, c'est le dépôt de plainte. Quelqu'un a déposé plainte contre vous pour des faits qui sont punis par le code de procédure pénale et les règles pénales. Alors on parle toujours de parties dans une procédure. Y a-t-il obligatoirement 2 parties dans une procédure pénale ou peut-il y en avoir plus ? Alors il y a obligatoirement 2 parties. La première, c'est le ministère public, c'est-à-dire le procureur ou ce qu'on appelle l'avocat général dans les crimes. C'est lui qui est chargé de défendre les intérêts de la société tout entière, de notre France, et qui porte l'accusation. Il représente l'État. Le deuxième, c'est forcément l'auteur présumé de l'infraction, parce que pour qu'il y ait des poursuites, il faut quelqu'un qui soit poursuivi. Donc on a une deuxième personne, forcément. On la qualifie de prévenu en cas de délit ou de contravention, ou d'accusé en matière de crime. Maintenant, il peut y avoir d'autres parties à cette procédure, puisqu'il peut y avoir des victimes. Donc vous avez soit la victime partie civile classique, et puis vous vous retrouvez quelquefois dans des cas un peu moins courants, bien sûr, mais où on a des victimes, des victimes multiples, notamment effectivement dans tout ce qui est terrorisme ou autre d'ailleurs. Il y a aussi des faits d'escroquerie où il y a réellement un grand nombre de victimes. Et où des associations type 60 millions de consommateurs peuvent constituer un collectif. Qui constitue un collectif rien que pour cette affaire-là, où on a régulièrement l'UFC Que Choisir qui se porte partie civile en tant que défenseur des consommateurs. Il peut donc y avoir plus de 2 parties dans cette procédure, même si elles ne sont que partie civile. Alors, il y a eu un flagrant délit ou un dépôt de plainte. Les poursuites sont initiées. Que se passe-t-il ? Alors, il y a 2 solutions. Soit vous êtes dans un cadre d'une audition libre, soit dans le cadre d'une garde à vue. Donc l'audition est la suite, en fait. Voilà, tout à fait. La première des choses, c'est de permettre donc d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. On parle aussi d'audition comme suspect libre. La personne entendue a donc le droit de quitter les lieux à tout moment. Elle est entendue de manière assez libre dans le cadre d'une procédure. Vous pouvez recevoir une convocation en gendarmerie ou en commissariat pour être entendu en tant que suspect libre ou en tant que témoin même. Et là, est-ce que je peux être témoin assisté par un avocat ? Tout à fait. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être assisté par un avocat à tout stade d'une procédure. En général, quand vous êtes ce qu'on appelle suspect libre, donc convoqué en tant que, finalement, futur prévenu peut-être, là, vous avez le droit à un avocat qui peut venir vous assister de manière simple. Quand vous êtes convoqué en audition libre en tant que témoin, on ne vous mentionne pas la possibilité d'être assisté par un avocat puisque vous êtes témoin. Et si donc je comparais et que je suis en garde à vue, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors la garde à vue, c'est vraiment le stade supérieur. C'est une mesure privative de liberté à l'encontre. Voilà, à l'encontre de la personne suspectée d'avoir commis une infraction. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où, pour les besoins de l'enquête, on est obligé de priver cette personne de liberté. À la différence de l'audition libre où à tout moment, la personne repart chez elle, elle peut même décider de ne pas répondre aux questions et de rentrer chez elle, on ne peut pas la priver de liberté. La décision de garde à vue est d'ailleurs prise de la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours le procureur qui décide, le ministère public qui décide. Quand on vous place en garde à vue, vous ne pouvez pas dire non. En fait. On considère qu'il y a une dangerosité de la personne ? Alors, soit c'est pour empêcher la destruction d'indices, soit c'est pour garantir votre présentation devant la justice, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a vraiment de fortes chances pour que vous ne vous présentiez pas à nouveau devant le commissariat, la gendarmerie ou la juridiction qui doit vous juger. Soit c'est pour arriver à avoir
une enquête avec la présence de la personne soupçonnée, avec la possibilité de l'interroger à tout moment. En tout cas, l'intérêt, c'est de me permettre à la personne gardée à vue de communiquer avec personne d'autre que son avocat, bien entendu, et de pouvoir avoir l'intégralité des éléments de l'enquête qui sont guidés pendant cette garde à vue, qui a quand même une durée limitée, bien entendu. Alors le procureur convoque en audition libre ou en audition sous forme de suspect, enfin lorsqu'on est suspect au titre de la garde à vue. Quelle forme prend cette convocation ? Y a-t-il des informations qui doivent obligatoirement figurer sur celle-ci sous peine par exemple de la rendre caduque ? Tout à fait. Alors quand une convocation écrite vous est adressée, elle doit contenir les informations simples, la nature de l'infraction pour laquelle vous êtes mis en cause, votre droit d'être assisté à un avocat au cours de votre audition ou de votre garde à vue, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, puisque vous pouvez avoir droit à l'aide juridictionnelle, ou les modèles de désignation d'un avocat commis d'office, qui vous sera commis d'office pour que vous puissiez être représenté, quoi qu'il arrive. Ça, c'est quand la convocation est écrite. Quand vous êtes en flagrance, de toute façon, il n'y a pas de convocation puisque vous êtes emmené directement dans les locaux soit de la gendarmerie, soit du commissariat. Et là, ces droits doivent vous être communiqués oralement dès le départ et notifiés. Et si je suis mineur, en cas d'audition, est-ce que les mêmes règles s'appliquent ? Alors, lorsque vous êtes mineur, vos représentants légaux doivent obligatoirement être informés de la procédure qui est ouverte, donc de votre garde à vue, si vous êtes en garde à vue, mais de votre audition libre de la même manière. Donc, ça veut dire que soit vos parents sont informés, ce qui est le cas le plus courant, mais également lorsque vous êtes placé en foyer, le foyer est bien évidemment averti et doit assister le mineur dans le cadre de cette procédure. Il y a une délégation de la représentation légale du mineur au profit des personnels du foyer ? Oui, alors après... il y a plusieurs stades de placement, mais d'une manière générale, oui, les éducateurs sont responsables de l'enfant et les accompagnent dans les procédures, même si les représentants légaux, qui restent les parents, sauf s'ils ne sont plus présents, sont informés de la même manière. Alors l'avocat est de toute façon obligatoire pour ce qui est de l'assistance d'un mineur. Et alors, est-ce qu'on peut placer quelqu'un en garde à vue lorsqu'il ne s'agit pas d'une enquête pénale, mais judiciaire ? Oh non, pas du tout. La garde à vue est vraiment réservée au domaine du droit pénal et de la procédure pénale. Dans le cadre d'une procédure civile, ça n'existe pas. Les droits du suspect lors de la garde à vue, quels sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Alors, quoi qu'il arrive, il faut lui rappeler qu'il a le droit d'être examiné par un médecin. Quoi qu'il arrive, ça c'est une obligation, qu'il a le droit de faire prévenir un proche et un seul, ou son employeur. Si elle est de nationalité étrangère, elle doit aussi pouvoir prévenir les autorités consulaires de son pays. On lui rappelle également qu'il a le droit d'être assisté par un avocat, soit qu'il choisit, soit commis d'office dès le début de la garde à vue. Il peut être assisté par un interprète s'il a besoin d'un interprète pour se faire comprendre. Et on lui rappelle surtout qu'il a le droit de se taire. On a le droit de ne pas répondre aux questions. Qu'il a le droit de faire uniquement des déclarations simples en fonction de ce qu'il veut dire, ou alors de répondre aux questions de l'OPJ. Ce sont réellement les règles de base d'une toute garde à vue. Et donc à l'issue de cette garde à vue, que se passe-t-il ? Il y a 3 possibilités. Oh oui, alors quand la garde à vue arrive à son terme, donc soit au bout de 24 heures, soit si elle a été reconduite au bout de 48 heures, et en cas d'enquête en matière de stupéfiants, c'est 72 heures. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous rentrez libre, parce qu'on estime que il n'y a rien à vous reprocher, et le parquet, donc le procureur, décide qu'il n'y aura pas de suite et vous rentrez libre. Soit on vous remet une convocation pour un jugement qui aura lieu plus tard, soit dans des mesures de médiation et de mesures de réparation qui peuvent exister, on le verra ensuite. Soit, autre solution, vous arrivez au tribunal et on estime que l'enquête n'est pas terminée, que nous avons besoin d'ouvrir ce qu'on appelle une information judiciaire et qu'un juge d'instruction va donc être saisi pour finir cette enquête en tout cas. Et dans ce cadre-là, on va devoir définir si vous devez être placé en détention provisoire ou si vous pouvez ressortir sous contrôle judiciaire, dans l'attente de cette procédure d'instruction par le juge d'instruction qui peut vous valoir une mise en examen. La dernière solution, c'est que vous pouvez aussi être jugé immédiatement. C'est ce qu'on appelle la comparution immédiate ? Tout à fait. La comparution immédiate, dans la suite de votre garde à vue, vous êtes déféré et on décide immédiatement que vous pouvez être jugé. Ça va très vite et ça peut être assez déstabilisant.
Eh bien, en tout cas, Cécile Froger-Warty, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette question des poursuites en matière pénale. Avec plaisir, Valérie. Quant à vous, chers auditeurs, nous aurons le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel opus de Juridiquement. Et en attendant, si vous souhaitez réécouter le podcast de cette émission, rendez-vous sur rcf.fr à la page de l'émission Juridiquement de RCF Sarthe.